Bon vendredi à tous, re-bienvenue à un nouvel épisode de Trois Bières. Cette semaine, notre épisode est avec Simon Predge. Le bon Simon, il est venu nous parler de son nouvel after show qu'il fait sur Frisson TV. On a eu bien du fun avec lui, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer cet épisode-là, on aimerait ça vous remercier, vous, les gens qui nous encouragent à chaque semaine sur Patreon, les gens qui n'ont pas encore fait le saut sur Patreon, c'est bien simple. Premièrement, contribuer au Patreon nous aide à produire l'émission, mais aussi ça vous permet d'avoir accès à plein de shows en extra, comme le clandestin, le coin de l'amitié, plein de trucs qui sont juste pour les fans sur Patreon. Et aussi, on a un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, qui est gratuit sur le Patreon, mais si vous êtes membre, il s'en vient directement dans votre machine à podcast. Et si même ça vous intéresse, même si vous n'avez pas besoin des extras, avec une petite contribution, vous avez accès à l'émission le lundi matin au lieu du vendredi matin. Alors si vous voulez vos 3 bières plus rapidement, c'est possible grâce au Patreon. Et c'est aussi possible grâce à ces braves gens ici. Alors on remercie Jadodorus, Félix Poisson, Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Samuel Mars, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier, Philippe Marcotte. Et c'est ça, c'est les braves gens qui nous ont encouragés cette semaine, qui nous encouragent toujours, mais cette semaine, il y a des nouveaux gens qui ont commencé à nous encourager, alors on vous remercie énormément. Alors, bienvenue au Patreon à Joanie Gagnon-Blais, Christopher Crook et la mystérieuse Véro. Seulement Véro. Est-ce la Véro ou juste une Véro? On ne sait pas, mais on l'aime. Alors, merci beaucoup à toi, Véro. Et bref, c'est ça, on passe dès maintenant à l'épisode. Hourra! Yes! Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac, ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, dont on boit 3 ou un autre breuvage. Et c'est ça, Trois Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc! Gabriel! Mon prêtre, enchanté! Yay! Hourra! Oh, shit, le soundboard! Oh! Un soundboard! Oh, Chris, là, la game Ouais. est plus pareille. Là, la game Une vient de affaire que moi, changer. une affaire que moi, Eric, avant... J'ai beaucoup trop de boutons de soundboard inutiles, d'ailleurs, comme celui-là. Mais on n'en abusera pas. D'accord. On te fait confiance avec le soundboard. Tu l'utilises selon ce que tu penses, ce que tu feels. Et puis... Faut pas me dire ça, danger. OK. Yannick et moi avions testé dans le temps un soundboard, voir si ça marchait. On a conclu qu'on va arrêter ça. Nous, on avait vraiment décidé que ça aurait été gossant pour nous autres. Là. Ouais, je pense que... Ah oui, non, mais c'est sûr. Là. Moi, je l'utilise pour les oubliettes parce qu'il y a des... Comme ce que vous venez d'entendre, ce n'était qu'un rêve. C'est juste parce que, par exemple, chaque fois qu'un film se termine par le punch, ce n'était qu'un rêve, on partait ça. Fait que c'est plus dans ce contexte-là que je l'utilise, puis j'ai tendance à abuser. Donc, effectivement, ça peut être vite dangereux. C'est tout l'enfant d'un film qui finit comme étant un rêve. Tu sais, c'est... Ah! Cette histoire-là que j'ai venu de voir existe encore moins. Excellent. Ou Mario Bros 2 Exactement. aussi, qui finit le même aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on dirait qu'en cinéma, dès que ce n'est qu'un rêve, les gens peuvent se permettre de tout faire, là, puis c'est pas toujours une bonne idée. Comment il s'appelle déjà? Tanya's Island, un vieux film film érotique des années 70, où c'est un triangle amoureux. En fait, ils se sont échoués sur une île, puis là, se développe un triangle amoureux entre les deux survivants, donc un gars, une femme, et le seul habitant de l'île, un gorille. Oh, nice!
Ça fait la rambée, j'imagine? Genre, ça serait Je me rappelle malade pas que du nom comme... de la bébite, mais c'est évidemment quelqu'un dans un costume. Donc, ouais, c'est vraiment étrange. Mais c'est ça, ça se termine par ce n'était qu'un rêve. Donc, il pouvait se permettre n'importe quoi. C'est rarement une bonne idée. Simon, as-tu vu le film de 2019 avec Matthew McConaughey, Serenity? Non, je ne l'ai pas vu. Je suis toujours un peu en retard ces nouveautés, Je te d'ailleurs. dirais que ça ne finit pas avec ceci n'était qu'un rêve, mais il y a quelque chose de semblable dans ce film-là qui flippe la table sur l'histoire que tu as vue dans le film et puis que c'est livré vraiment straight face, comme si c'était une des meilleures affaires que tu as vues dans ta vie. Puis c'est vraiment particulier. Alors, je te le recommande dans un avenir rapproché. Serenity, j'en prends bonne note. Je pense que la plus grosse mode de C'était qu'un rêve, c'est dans les vidéoclips des 90s, genre. C'est comme tout le monde va jusqu'au show, c'est ça, la trame visuelle du clip, c'est tout le monde court vers le spectacle, tout ça. Le rendu au spectacle, c'était qu'un rêve. Puis là, la personne qui était au show se réveille avec l'album en dessous de son oreiller. C'est comme, oh mon Dieu, c'était peut-être vrai. Ouais. Un autre punch similaire dont j'étais un peu tanné, heureusement, la mode semble être passée, mais ça va revenir, tout n'est qu'un cycle. C'est la fameuse mode, mettons, où, un exemple, Haute Tension, par exemple, qui est un excellent film, j'y enlève rien, mais le punch final, que tout le long, finalement, le méchant, c'était elle-même, puis que c'est de la schizophrénie ou un trip de moche. Ce punch-là, on a fait le tour aussi. Là. Ouais, avec Cécile de France, je me souviens. C'est ça, son nom? Ouais. Cécile de France, l'actrice qui était dedans est super bonne, mais c'est genre... Tu as raison, toutes les punchs de il était mort tout le long ou c'était moi tout le long, là. Il y en a trop, en fait. C'est correct comme punch, mais pendant un 5 ans, là, tout le monde faisait ça, là, puis ils en ont abusé. Fait que là, à chaque fois que je vois un film où ce qu'on te laisse un doute sur c'est qui le meurtrier, à chaque fois, à cette heure, je me dis « Ah, check bien ça, c'est lui. » Hier, j'ai regardé une partie de la nouvelle série de Twilight Zone, la 4e dimension. Ils ont refait une adaptation. Puis le premier épisode, j'étais convaincu que c'était finalement non. OK? Mais j'étais convaincu que c'était ça le punch tout le long. J'étais comme, vous n'allez pas commencer votre série avec ça. J'étais super découragé. À un moment donné, je pense qu'il faut se dire, je pense qu'il faut s'admettre qu'on a fait le tour des histoires. C'est normal que ce soit les mêmes qui reviennent à un moment donné. Là. Ouais, il faudrait que ce soit quelqu'un qui... Vas-y, Gabrielle, vas-y. Non, mais je voulais juste dire, mais ça a vraiment pas rapport, ça a juste rapport avec des émissions de télé, c'est tout. Fait que vous pouvez finir ces finales-là, puis je reviendrai après avec Soraya Bonali. Mais c'est ça, moi, pour ces finales-là, il faut vraiment que tu sois confiant de ce que tu as à faire, sois vraiment, vraiment bon pour faire ça, parce que autrement, là, non, c'était moi tout ce temps-là, là, ça, c'est tout le temps un gros... J'aimerais ça que... Tu sais, quand tu voyais les affaires de les gens de Elvis qui tirent du gun dans sa TV quand il n'est pas content, là, j'aimerais ça que ce soit ça, là, que ça arrive. Mais il n'y avait pas... C'était pas Survivor, c'était quoi, là, sur l'île? Shutter Island, ouais. Non, pas Shutter Island. L'autre, où est-ce que ce n'était qu'un rêve, finalement, pendant plein de saisons, là, il était sur une île. C'était Nick. Mais c'était pas un rêve. C'était pas un rêve? C'était pas un rêve. La série dont la question... Yannick va te choquer, là, genre. Non, je vais pas me choquer, mais c'était pas un rêve. Yannick, c'est comme une des 4 personnes sur la Terre qui a aimé la fin de Lost. Il y a plus de monde qui ont aimé ça. Ils sont au moins 8. Les statistiques du monde sont au moins 8. On est soit... Oh shit, je voulais pas ouvrir cette porte-là. Là, je savais pas dans quoi je m'en allais. 15. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a du monde... Je trouve ça vraiment particulier que c'est le show, un show qui était extrêmement populaire, puis que le monde ont juste décidé que la fin était d'une façon, mais la fin, c'est pas ça. Fait qu'il y a du monde qui ont juste décidé... C'est comme dire... Hey Chris, c'est weird qu'il n'ait pas fait de suite d'Avengers après le premier. Tu sais, non, il y en a eu plein. Il existe, mais c'est juste que le monde a décidé autrement. Ils ont juste décidé de regarder l'autre bord de la rue puis faire comme non, c'est pas ça. Il y en a qui sont totalement trop brasseurs, là, puis ça va se passer à la puce de piton rouge en bas de la table en ce moment, genre, on va du comptoir pour faire ça serait son piton like, parce qu'elle pense que c'est les médias sociaux, parce qu'elle est d'accord avec mes opinions. Exactement. Mais je voulais juste dire que dans un autre épisode, je me souviens pas lequel, j'ai parlé vraiment longtemps de Soraya Bonali, qui était la patineuse française qui faisait des backflips.
avec Audrey, la patineuse française qui faisait des backflips. Et il y a un auditeur qui m'a écrit pour me dire que sur Netflix, il y avait un épisode qui était consacré à elle dans la série qui s'appelle Loser, perdant en français. Et donc, si vous ne connaissez pas Soraya, allez écouter cet épisode-là de Loser. C'était vraiment merveilleux parce qu'en plus, son backflip était illégal, puis elle l'a fait aux Jeux olympiques. Et voilà. Puis elle a eu un standing ovation pendant sa performance. Bref, je le recommande fortement. Allez-y. Est-ce que c'est cool, un backflip illégal? Juste l'idée de ça, j'aime ça. Très, très Au footloose. village olympique, tout le monde était comme « Oh shit! » Voilà. Alors, on va J'adorerais me faire courir après par la sécurité du Carrefour Laval pendant qu'il me crie « On vous avait dit pas de backflip! » C'est un centre d'achat pour les familles, ici, monsieur. Simon, on a fait un appel de sujets et de questions ce matin et il y a eu avalanche. Alors, on ne va pas piger dans le sac cette semaine, mais on va y aller tout de même avec des sujets. Drette pour toi, pile dans le target pour toi, Simon. Fait que je vais y aller à la volée à travers ceux qu'on a eu sur notre page Facebook. Alors, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore liké la page Facebook de Trois-Bières, c'est pas barré. Vous pouvez liker si vous voulez. Vous pouvez venir si vous ne l'avez pas encore fait. On vous accepte. C'est tellement facile. Tu sais, c'est un clic. Là, c'est ça l'action. Puis après ça, tu peux l'oublier, tu sais, si ça ne t'intéresse pas. C'est super facile. Ouais, puis même que ça nous aide vraiment gros, ça a l'air niaiseux, mais c'est important même. Fait que on voit qu'il y a une grande tranche de gens qui écoutent, qui n'ont pas liké la page. Fait que quand c'est bon, venez liker la page, les amis. Okay. Fait que je vais y aller avec justement un peu dans le vif du sujet, vu qu'on parlait de films, des affaires comme ça. François Saint-Onge demande comment as-tu reçu ta nouvelle émission à Frisson TV, Simon? Quelle est cette émission? En fait, c'est tout simple parce que là, bon, les gens me connaissent beaucoup pour Ars Moriendi, mais avant ça, moi, ça fait 5-6 ans. Bon, là, on est comme en break, là, mais ça fait comme 5-6 ans qu'on roule le podcast Les Oubliettes avec mon premier amour, le cinéma de genre. Et je ne sais pas exactement ça a été quoi son processus, mais je pense que Frisson TV cherche à produire des émissions originales tranquillement, pas vite. Puis, dans le fond, il m'a connu, je ne sais pas comment, mais il a écouté Les Oubliettes, il a aimé ce qu'il a entendu, puis il m'a simplement contacté en me disant « Aimerais-tu ça animer ton show à Frisson TV? » Ben oui, c'est déjà ça que je fais, fait que si je peux être payé pour, pourquoi pas? Puis, Tu réalises, Simon, que c'est un miracle, là. Quelqu'un du monde du podcast sur ta TV, là, ça fait ça un miracle. Là. C'est ça l'affaire la plus frissonnante là-dedans. Non, c'est ça. Puis j'aime ça que ce soit Frisson TV parce que, je dis pas ça négativement, mais ça reste que c'est une petite chaîne avec une approche de télé communautaire. Fait que ça nous permet d'expérimenter beaucoup. Puis de se débrouiller avec les moyens du bord parce que du budget, il n'y en a pas, là. Je veux dire, on manque de rien. Si j'ai besoin de quelque chose, on me l'amène et tout. Ça va, mais je veux dire, il reste qu'il n'y a pas de budget. Donc, c'est vraiment un beau laboratoire qu'on m'offre pour m'amuser. Puis à date, on me laisse plus que la totale liberté. Bien souvent, l'équipe découvre mes textes pendant qu'on enregistre. Ce qui me surprend au début, j'étais comme, mais voyons, vous ne vérifiez pas, en tout cas, mais bon, moi, je vais en profiter. Puis à chaque épisode, d'ailleurs, je teste le boss en rentrant un nouveau mot dans mon texte pour voir si ça passe. À date, j'ai rentré « fuck you ». J'ai rentré masturbation, j'ai rentré pénis et ça va. J'ai pas l'intention de rentrer des sacres, mais je réalise que j'ai vraiment une belle liberté. Fait que ça, c'est le fun. Puis le concept du show, en fait, c'est simple. C'est que Frisson TV a commencé à diffuser les lundis soirs des nanars, pour ceux qui l'ignorent dans les auditeurs. Un nanar, en fait, c'est un navet qui est divertissant. Okay? Un film qui est tellement raté, involontairement, ça c'est important, il faut que ce soit involontaire, qui redevient divertissant. Tu sais, des films que tu regardes avec ta gang de chums, puis tu ris, puis tu commentes par-dessus, tu lâches des jokes. C'est un peu des films de party, là, tu sais.
ça fait du bien de se vider. Tu sais, comme lancer des tomates au théâtre à l'époque victorienne, ben là, tu vas lancer des vulgarités à la TV, puis tu sais, tu as ton fun avec ta gang. Il y a vraiment des trésors dans cet univers-là, puis c'est vraiment un monde qui me fascine parce que j'adore juger. Puis là, au final, ben c'est ça. Il a commencé à diffuser de ces films-là les lundis, puis pour un néophyte, je dirais, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui t'en parle. Puis c'est ça qui est venu chercher. Fait qu'après le film, moi, j'apparais. Ça s'appelle d'ailleurs l'After Show de Predge. Puis j'apparais, puis je bitch le film. Je fais un petit historique. J'essaie de le positionner aussi dans l'histoire du cinéma parce que quand c'est un film des années 2000, le processus n'est pas le même qu'un film des années 70. Puis c'est ça, j'essaie de pointer en fait les détails qui font que le film peut être défini ou non comme un nanar. Puis le tout avec humour, puis parce que moi, c'est... C'est quoi le nanar le plus connu du Québec, selon toi? Au Québec, si on y va... OK, comme la mémoire est une faculté qui oublie, je vais y aller dans le récent. Quelque chose qui est frais dans la mémoire de tout le monde, je dirais « Papa est devenu lutin ». Yes! C'est ça, tu allais dire ça. C'est ça qu'il espérait, ben oui. Ouais. Mais avant ça, dans les fans de cinéma de genre, on a eu les films de Neil Breen qui sont populaires, quoique très obscurs. Sinon, le dernier gros succès récent, c'était The Room. Beaucoup de gens en ont entendu parler. C'est des bons exemples de nanar. Si on va dans le série Z, par exemple, au Québec, bien, on a le rarissime Rogers Normandin. C'est des classiques. Là, on est dans le série Z, mais ça reste un nanar parce que quelqu'un qui réalise un film, normalement, a l'intention de faire un bon divertissement, tu sais. Puis le film de Michel Brûlé, c'est comme série quoi, ça? Genre, c'est comme une série, genre, ça tombe des chiffres de la lettre grecque, fait que ça devient comme des séries alpha, là, ou... Oui, non, mais je te dirais officiellement d'un terme utilisé, ça saute de B à Z. Série B, ben là, on est dans le cinéma de genre, petit budget, des maquettes, des marionnettes de dinosaures. Là, c'est surtout une question de budget, je pense, le concept de série B. Mais si tu enlèves le budget du série B puis tu le fais avec 10$, ben là, tu es rendu avec du série Z. Là, c'est littéralement des films amateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être le fun. Mais tu sais, si avec ta gang de chums en 88, tu as pris la caméra de maman, puis pendant un été, tu as tourné un film de zombies avec tes amis, et ça existe, j'en ai en VHS, bien là, on est dans le série Z, l'amateur, mais il y a vraiment des trésors dans cette catégorie-là. Fait qu'il ne faut pas juste le regarder en riant, là, il y a vraiment des trésors de temps en temps. Oui, parce que... Mettons Troll 2, c'est quoi? Mais Troll 2, c'est quand même un film avec petit budget, là, série B, mais le réalisateur, il se croyait, là, tu sais. Sauf que il y a tellement de décisions étranges dans sa réalisation que ça pouvait pas bien finir au final. Finalement, il a dépassé nos attentes et c'est pour ça que Troll 2 est devenu une légende du nanar en son genre. T'sais. Mais je trouve que, tu as raison, en série Z, il y a plein de choses qui se font par des amateurs, tu sais, comme qui n'ont pas de budget, ils font juste partir au téléphone, même leur téléphone à cette heure, c'est malade, tu sais. Puis, tu sais, moi, quand je regarde du contenu de série Z, moi, je veux vraiment que ces amateurs soient vérifiés. Fait que je vais sur des sites web où ils vérifient les amateurs, par exemple, leur crochet bleu, puis on peut être sûr vraiment qu'ils tournent vraiment des choses entre eux, puis c'est super intéressant. Avant, il y a un petit jingle là, qui fait comme poum, 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 poum. Puis je regarde après leur contenu, puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, il y a un niveau de rareté aussi avec ces films-là, parce que c'est des films qui n'ont jamais été diffusés nulle part, sinon dans leur bord de région quand le film était fini, parce que tu as la moitié de la ville qui est figurant dedans, puis qui joue des zombies, parce que il a fait un call au karaoké du coin le week-end, puis plein de monde embarqué, ça arrive. Mais tu sais, ces films-là sont difficiles à trouver des fois, ce qui fait que pour un collectionneur, par exemple, des films... Je vais donner un exemple. Il y a un film, un court-métrage très artistique, en noir et blanc, pas de scénario, personne ne parle.
qui s'appelle Pig. Je pense que c'est un film d'à peu près 15 minutes qui date de, je pense que c'est vers la fin des années 80, début 90, mais je ne suis pas certain de la date. Mais ça n'a pas été diffusé nulle part ou presque, sinon quelques festivals de cinéma gore weird, parce que bon, tu as du BDSM là-dedans, c'est un peu bizarre. Mais la VHS, en fait, le réalisateur a imprimé, je pense, quelque chose comme 500 copies en VHS ou peut-être 1000, là, mais un petit nombre. Fait que, même si le film n'est pas intéressant pour tout le monde, là, en termes de collectionneurs, ces éditions-là deviennent des trucs vraiment recherchés. Zombie Bloodbath, que j'ai nommé tantôt, c'est extrêmement difficile de trouver une copie originale VHS. Fait que ceux qui réussissent à en trouver une, généralement, ils vont payer le gros prix. Le gros prix, c'est combien, à peu près? Spécifiquement pour celle-là, je ne pourrais pas dire. Mais pour ceux qui ignorent comment le marché du VHS, il existe encore. Une VHS peut passer de 25 cents à 600 $. Mais là, 600 $, ça se compte ses doigts d'une main, les VHS que tu peux vendre à ce prix-là. Là. Puis c'est généralement du série Z, d'ailleurs, parce qu'ils sont plus rares. Mais j'aurais cru aussi que, mettons, peut-être les films de Disney qui avaient une vault dans le temps, puis à fermer rapidement, il aurait pu avoir une valeur dedans en VHS, ou tu sais, peut-être qu'il y a des erreurs dedans. Mettons, les Aristochats, je pense qu'il y a un moment donné une frame où il y a des seins dedans. J'imagine que ça va que ça soit corrigé, il doit avoir une valeur supplémentaire, j'imagine. Oui, mais je te dirais ton exemple n'est pas bon parce que Disney, c'est trop un gros marché. Il y en a eu un char puis une barge. Il y a une couple d'années, d'ailleurs, ça discutait en ligne beaucoup comme quoi que les VHS de Disney avaient une très grande valeur puis ta collection de cassettes d'enfance valait 6 000 $. C'était pas vrai, sauf que il y a plein de médias qui se sont emportés avec ça. Il y a plein de gens qui sont pas dans le milieu qui y ont cru. Puis là, tous les forums puis les groupes d'échange de VHS sont ramassés avec un paquet de gens qui sont pas dans le milieu, qui essayaient de vendre leurs cassettes Disney hors de prix, puis c'est devenu un running gag. Disney n'est pas un bon exemple. Mais oui, c'est sûr qu'il y a certaines éditions comme ça qui sont particulières. Mais il y avait des seins dans les Aristochats. Excuse-moi, j'ai comme stické là-dessus. Dans ce film-là, je pense. Des seins dans les Aristochats. Je pense que tu veux parler de... C'était-tu Bernard et Bianca? C'était les deux souris, hein, ça? Oui, je pense que mais c'est une scène de train dans laquelle, parce qu'à un moment donné, un animateur pas content. Une espèce de tramway, là. C'est ça. Puis genre... une fenêtre dans le building en arrière, puis dans la fenêtre, t'as une femme seins nus. Mais ça, t'en as plein. Ça se trouve sur Google. Je sais pas quoi chercher, mais ça devrait se trouver assez rapidement. Là, trucs cachés dans les films de Disney. C'est-tu vrai que c'était écrit sexe dans le ciel, dans Le Roi Lion? Non, c'est écrit FX ou SFX pour genre effets spéciaux. Exact. Il y a aussi le fameux scandale de la pochette, l'affiche du film La Petite Sirène, parce que les tours dorées qui sont au centre du dessin en fond ont l'air de pénis avec un gland au bout. Fait que là, tu as comme 3 pénis dans l'affiche. La légende dit que ça a été mis là volontairement en blague, mais c'est un accident, c'est involontaire, c'est juste... La fâcheuse la fâcheuse habitude des humains à avoir des pénis partout. Yannick, en tant qu'illustrateur, est-ce que tu penses que ça peut être une erreur de dessiner un phallus ou tu penses que... des fois, tu te perds tellement dans les détails que tu le vois plus, là. Fait que, puis ça prend quelqu'un d'autre pour dire comme « Hey, check! Il y a un petit gros pénis, là! » Là, t'es comme « Ah, ben oui, c'est vrai. Il a l'air un imbécile. » Yes! Je n'abuserai pas, mais on va y aller de temps en temps. Excellent timing. Il y a Simon Paquette qui demande quel film d'horreur vous a le plus effrayé? Fait que je pense qu'il parle surtout à toi, Simon, vu que en plus d'une honneur, tu dois en consommer en masse. Je vais être très honnête. Depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression de ne pas en regarder assez. Mais
je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Vous êtes des gens avec beaucoup de projets sur les épaules et dans la tête. Je veux dire, je mets tellement de temps dans le travail que je délaisse un peu les séries. Je suis en retard. Il y a à peu près 150 séries que j'aimerais regarder, 800 films que je rêve de voir. Bien honnêtement, j'en regarde moins que les gens pensent. Donc, on va mettre ça sur la table. Toutefois, avoir peur, je pense que je vais reformuler. C'est pas... je suis difficile à faire peur. Fait que faire des sauts dans un film d'horreur, si ça m'arrive, ça va être des jump scares. Fait que je vois pas ça comme une peur, là. Je veux dire, c'est faire un saut, c'est pas la même chose. Fait que je vais y aller avec le film qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus brassé la cabane, peut-être. Parce que c'est ça que j'aime, moi, dans mon cinéma. C'est pour ça que j'aime le cinéma d'horreur et les histoires d'horreur. J'aime ça qu'on me brasse la cabane, comme d'autres aiment aller dans les manèges à ronde. J'aime ça sortir d'un film, puis je me sens cassé, là, tu sais. Ça me plaît. J'ai eu ça, je pense, pour la première fois. Je me rappelle pas j'avais quel âge, mais j'estime peut-être un 15 ans, 14-15 ans. C'était In the Mouth of Madness de John Carpenter, L'antre de la folie. J'étais stone, oui, jeune un peu, mais j'étais stone. Et j'étais seul dans le noir. Puis c'était rare, même à l'époque où je prenais le temps de me faire une soirée cinéma tout seul, où vraiment je m'installais pour ne plus bouger jusqu'à la fin du film. C'est ce que j'ai fait ce soir-là, puis ça a vraiment aidé à mon atmosphère. J'étais vraiment, vraiment plongé dans le film. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de ça dans l'impact qu'il y a eu sur moi, là. J'étais très focus. Mais quand j'ai terminé le film, je suis resté figé un peu sur l'écran. Tu sais, moi, je suis un impatient. Fait que quand le générique part, en général, c'est très rare que je reste assis devant à le regarder, à réfléchir sur le film que je viens de voir. Ben non, je vais faire d'autres choses. Mais cette fois-là, j'étais de même devant l'écran, avec ces gros yeux-là. Puis je vous le jure, je sais que ça sonne comme un cliché, je sais que ça sonne comme... Mais à un moment donné, il a fallu que je ravale parce que j'ai réalisé que je commençais à avoir réellement de la bave qui me coulait sur le bord de la bouche. Je vous le jure, j'étais vraiment... Wow! Qu'est-ce que je viens de regarder là? Est-ce que vous savez de quel film je parle? Non, moi, j'ai aucune idée. Je vois l'affiche dans ma tête, mais je n'ai jamais vu le film. Je peux vous faire le synopsis assez simplement pour comprendre ce que moi j'ai aimé là-dedans. C'est un enquêteur en assurance qui est engagé pour retrouver un auteur de livres d'horreur qui est disparu. Il l'engage pour le retrouver parce qu'il est sous contrat et on attend son nouveau livre et on ne sait pas où il est. Ajoutez à cela que c'est comme un peu le nouveau Stephen King. Les gens lisent ses livres et disons les faibles d'esprit deviennent littéralement fous en lisant ses livres. D'ailleurs, dans une des premières scènes du livre, du film, on a son agent à cet auteur-là qui débarque en pleine ville avec la hache puis qui s'apprête à tuer des gens. C'est à ce niveau-là qu'on est. Et là, finalement, l'enquêteur va faire une découverte qui va l'amener à aller visiter une ville qui, techniquement, sur toutes les maps, n'existe pas. C'est une ville imaginaire qui est née de l'esprit de l'auteur, qui est utilisé dans ses livres. J'irai pas plus loin sur qu'est-ce qu'il découvre rendu là-bas, mais ce qui est intéressant à mes yeux, c'est que c'est le film qui réussit le mieux à adapter les textes de l'auteur H.P. Lovecraft. Vous connaissez un peu? Oui, vaguement, oui. Bon, H.P. Lovecraft, ce qui est difficile et intéressant avec ses écrits, c'est que ces monstres, c'est toujours, parce que c'est toujours dans l'horreur, là, ou presque ce qu'il a écrit, et c'est toujours des monstres plus grands que nature, des entités comme des dieux ancestrales qui étaient là avant nous et qui possédaient la Terre. Et que là, à notre époque, ils ne sont plus parmi nous, mais c'est toujours des espèces d'enquêtes de gens qui font des découvertes et qui réveillent ces entités-là, puis qui créent toute l'horreur de l'histoire qui se dévoile. Ce qui est compliqué avec H.P. Lovecraft, c'est que ses descriptions de monstres sont inexistantes. C'est-à-dire que comment il les présente,
c'est qu'il va te dire c'est l'innommable, l'indescriptible. Ces monstres, quand un humain les voit, l'humain devient fou. Tellement que c'est quelque chose qu'on est incapable de s'imaginer. Donc, comment qu'on amène ça au cinéma? Comment accorder un visuel à ça, à quelque chose qui est indescriptible? Tu sais? Le film le plus récent qui est sorti, basé sur une histoire d'H.P. Lovecraft, c'est The Color Out of Space, que vous avez peut-être vu, sorti l'année dernière, qui est un bijou, mais c'est ça qui est incroyable avec The Color Out of Space ou In the Mouth of Madness ou Dagon, qui est un peu plus vieux, début 2000, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont essayé d'adapter son cinéma à l'écran, ils se sont presque tous plantés. Et selon moi, la majeure partie des films basés sur ses écrits, c'est de la merde, c'est pas très bon, c'est cheap, ses bébites sont laides, mais occasionnellement, tu as quelqu'un qui est capable de mettre le doigt dessus puis de bien refléter l'atmosphère d'H.P. Lovecraft. Mais est-ce que ce film-là, tu l'as revu comme à jeun dans ton salon, sans l'ambiance? T'sais, est-ce que c'était un one-shot deal que tout était vraiment parfait, qui fait que tu as vraiment trippé dessus? Ou même quand tu l'as revu, c'était aussi bon? C'est sûr qu'il y a ça. C'est comme je dis, quand on écoute un film au bon moment dans notre jeunesse, il nous marque à vie. T'sais, certains films ont fait ça pour nous, autant dans la musique que quoi que ce soit. Notre jeunesse, on absorbe beaucoup l'art à un niveau qu'adulte, c'est plus difficile, je dirais. Fait que c'est sûr que ce que tu avances est vrai. Il y a eu un impact pour moi parce qu'à l'époque, c'était le parfait timing, l'ambiance était parfaite. N'empêche, je l'ai revu peut-être 15 fois depuis parce que je veux tout le temps le montrer à tout le monde. Puis je considère encore, même s'il y a certains choix à la réalisation qui vieillissent moins bien, c'est un film des années 90, il reste que c'est un film qui est incroyable encore aujourd'hui, surtout si on est fan d'horreur cosmique, comme H.P. Lovecraft le faisait. Mais justement, comme tu sais, The Color of the Space est aussi un très bon exemple là-dessus. Puis vous allez comprendre, c'est simple. L'histoire c'est une nouvelle, en fait, d'H.P. Lovecraft. C'est très court, mais ce que la nouvelle raconte, c'est que c'est une météorite qui tombe du ciel sur une ferme et s'émane de cette météorite-là une couleur qui n'existe pas sur Terre. Après ça, il se passe toutes sortes d'affaires, évidemment. Ça va au-delà de ça. Mais comment on amène une couleur qui n'existe pas à l'écran? C'est difficile, évidemment. C'est sûr que ça n'existe pas. Tu ne peux pas le faire. Mais Color of the Space est un des rares films qui a réussi à amener quelque chose d'intelligent pour une adaptation de Lovecraft. Donc, In the Mouth of Madness, à l'époque, m'a marqué beaucoup, mais reste, à mon sens, une des plus belles et plus réussies adaptations des textes de Lovecraft. D'ailleurs, je pense qu'il y a du monde à la maison qui aimerait recevoir une télévision, genre, où il manque beaucoup de couleurs dedans, genre. Ouvrez la télévision québécoise, là, vous allez voir juste du blanc. Vous allez voir, c'est vraiment ça manque beaucoup de couleurs. Mais je serais curieux de vous entendre aussi sur les films qui vous ont le plus fait peur ou qui vous ont le plus marqué comme ça. Moi, une des affaires qui m'a fait le plus peur, qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, c'était pas un film, c'était un épisode de L'amour avec un grand A qui parle de schizophrénie. Mario Saint-Amand. En plus, celui-là. Mario Saint-Amand est dedans. Mario Saint-Amand est dedans. Son père, son père, c'est Robert Gravel. Et puis, ça se passe en 1984, quand John Lennon se fait tuer. Et le kid, il n'y a pas de lien de causalité entre le meurtre de John Lennon et lui qui devient schizophrène. C'est juste qu'il commence à devenir schizophrène. Et là, il y a un poster de John Lennon chez eux. Puis le poster commence à lui crier qu'il doit remplacer John. Puis lui, il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a présenté le concept de la schizophrénie dans la vie. Et puis, ça m'a obsédé, ça m'a vraiment fait peur comme un film d'horreur. Le portrait qui parle, qui me semble que c'était juste un portrait avec une voix distorsionnée en audio, m'a vraiment terrifié. Puis, après, je pensais comment que tu le sais si tu deviens schizophrène? Tu sais, comment tu peux voir ça venir? Puis, tu sais, tu penses dans ta tête, je suis comme, ce que je suis en train de penser en ce moment, c'est-tu de la schizophrénie, ça? Comment je vais faire la différence entre la voix interne que j'ai, puis là, s'il y en a un autre qui arrive, qu'est-ce qui va arriver? En tout cas,
T'avais quel âge à peu près? Parce que c'est quand Ouais. même vieux, là. Il y a plein C'est quand même vieux, fait que c'est... un peu, fin 80, début 90, je pense. ça doit être au début des années 90, ouais, fait que je pouvais avoir, tu sais, entre 10 ou 12 ans. Puis OK. que, tu sais, Oh my God! c'est un peu... j'ai accès à l'ordinateur, direct là. Moi, je me souviens d'avoir vu aussi Yannick, puis je suis plus jeune que toi, j'avais genre peut-être ça en bas de 8. Là. Puis ma mère est là, puis je demande à ma mère qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monsieur écrit. Parce que je me souviens, il y a une scène claire où est-ce que, tu sais, à l'église, là, souvent, genre, en avant, il y a des poteaux, puis souvent, il y a comme un balcon, là, sur des poteaux des fois. Puis, parce qu'en fait, je pense que c'était tourné à la Nativité, à la prairie d'où je viens. Fait que je reconnaissais l'église en plus. Puis, là, ma rue notamment est là, puis il crie, puis vraiment, il crie sur la table. Mais ça, en fait, genre, maman, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle dit, des fois, les gens qui sont malades. Puis, tu sais, malgré tout, l'amour avec un grand A, ça a vraiment servi pour moi à avoir une discussion avec mes parents sur la santé mentale et les maladies qui viennent avec, vraiment très jeune. C'est sorti en Intéressant, 1992. Fait que j'avais 12 ans. Oh mon Dieu. Puis aussi l'affaire que ça j'en ai parlé auparavant, à propos, mettons, de dossier mystère, des trucs comme ça, c'est que L'amour avec un grand A, c'est tourné comme un téléroman normal. Fait que dans la Très facture studio même, ouais. très studio, fait que quand tu vois ces images-là, subconsciemment, tu n'es pas préparé à ce qu'il y ait quelque chose de horreur-esque dans le mix puis qui va te surprendre. Fait que voir comme la voix de « Tu dois remplacer John », tu sais, il y avait ça là-dedans, là, c'était vraiment inquiétant. Puis tu vois Robert Gravel, que si tu l'as tout le temps vu à la TV, il est comme un homme tout le temps solide et un genre de figure paternelle comme Un genre de imbrisable. fardoche, mettons. Là. Ouais, exactement. Une figure fardochesque. Oui. Un bon exemple. Puis le voir comme être inquiet puis un peu capoté du sort de son fils, c'était comme « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien de sécuritaire. » En tout cas, c'est ça. Fait que bref, s'il mettait comme de l'horreur vraiment surprenante dans District 31, je pense que le monde s'en remettrait pas parce qu'il serait comme « Je suis pas prêt à ça, là. C'est pas supposé arriver dans ce cadre-là. Là. » Mais ça serait Gilderoy Roy survive, c'est bien important. Genre. Fait que je pense que ça marcherait vraiment bien parce que moi, je veux que Gilderoy Roy survive à tout. Oh ouais, c'est le seul roi qu'on veut jamais qu'il passe à guillotine. C'est clair. Mais tu vois, moi aussi, c'est un souvenir que j'ai quand j'étais vraiment jeune d'avoir eu peur. C'était la première fois que j'ai vu le vidéoclip Thriller de Michael Jackson. C'est la vraie version longue, là. Mm-hmm. J'étais terrifiée. Terrifiée. Quand il se transforme en zombie, puis là, il y a sa date, puis tout, ça m'avait vraiment fait peur. OK. C'est pas la première fois que je le raconte, là, c'est pas un scoop, là. Mais si Belzile, ça te tente, hein, t'as pas bougé. D'accord. Sinon, les gens peuvent le faire à la maison, bien sûr, quand ils veulent. Sur YouTube. OK, je vais commencer par la base. Excusez, je m'énerve. Moi, quand je suis passionné, je m'excite. Je m'excuse d'avance quand je pars en peur. Thriller de Michael Jackson, ça a été ma toute première incursion dans l'horreur et ça a été un coup de foudre instantané. Ce qui fait que j'ai une vidéo de moi à, je ne sais pas l'âge exact, c'est quelque part entre 4 ou 5 ans, où je chante dans mon entrée, dans un party de famille, Thriller de Michael Jackson sur un petit enregistreur Play School. Si tu cherches Thriller Predge sur YouTube, vous allez le voir, ça dure 10 secondes. Peut-être pas obligé de le diffuser dans le show, c'est comme tu veux, mais Thriller de Michael Jackson, je le sais que vous avez dans les questions qui ont été posées sur Facebook, qu'est-ce qui m'a accroché à l'horreur? Sauvons du temps, c'est ça la réponse. Thriller de Michael Jackson. Et la même année, j'ai vu, je me rappelle pas lequel, là, mais un Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. C'est le premier cauchemar que je me souviens. Et à ce jour, c'est d'ailleurs mon personnage de film d'horreur préféré. C'est important, ça aussi. Mais moi, j'avais full aimé aussi 28 Days Later et 28 Weeks Later, qui sont vraiment excellents. Et un autre film que j'avais vraiment aimé, ils ont fait la version américaine, mais moi, à une certaine époque, on en a déjà parlé, là, mais j'écoutais énormément de films d'horreur. Dans le temps où on avait le club vidéo à côté de chez moi, là, Ellie et moi, c'était notre activité. On allait se louer des films, puis même le gars qui nous conseillait, un moment donné, il ne pouvait plus rien nous conseiller
parce qu'on avait absolument tout vu. Et puis, j'ai écouté, il me semble que le titre, c'est Quarantaine. Quarantine, ouais. Mais il y a la version américaine. Mais ça, à la base... Quarantine, c'est la version américaine. La version espagnole originale, c'est Rec. Exact. Ouais. Mais c'est ça, Rec. Mais Rec, c'est terrifiant. C'est succulemment bon. Puis même si tu l'écoutes si je ne me trompe pas, c'est du, je veux dire, catalan ou l'autre, en tout cas, peu importe, là, mais tu l'écoutes en espagnol, c'est sous-titré en français et malgré tout, j'ai pas dormi pendant une bonne semaine. Attends, la scène quand la mamie, elle se met à courir dans le corridor. No. Okay. Je peux même pas, j'ai regardé derrière moi, je peux même pas repenser à ce film-là. J'ai eu tellement peur, c'était tellement bon, c'était tellement bien amené. Écoutez ça, Rec, c'était... J'ai jamais vu la version américaine. Ça me frustre trop quand ils refont un film qui est déjà un trésor. Ça, c'est la culture américaine, malheureusement. Mais oui, Rec, l'original, est phénoménal. Un très bon film. Oui, absolument. Mais c'est ça. Puis la version Quarantine, c'est avec la fille qui jouait la sœur de Dexter. Voilà. Oui, l'actrice est sortie avec Dexter en plus, pendant le tournage. C'est son frère! Ouais, je sais, des enfants dans l'émission, mais ils sont devenus comme un couple. C'est tellement bizarre, je trouve que c'est bizarre, cette histoire-là. Ils sont séparés aussi pendant... Ils sont sortis ensemble pendant le tournage, puis ils sont séparés aussi durant le tournage. Hein. Ça devait comme être un petit peu tendu des fois par bout, j'imagine, à tourner. C'est sûr, mais il y en a plein qui fait ça. Il y en a plein qui sortent ensemble, puis là, si la série dure vraiment longtemps, ils se laissent. C'est comme dans Gossip Girl, Serena c'est quoi son vrai nom? J'ai oublié c'est quoi son vrai nom. Avec Dan, ils ont sorti ensemble, mais c'est un secret. Ah là. Crime, les scoops sortent dans Gossip Girl. Ouais, scoop! Il faut que le monde sache. Que le monde sache. OK. Ça, c'était une révélation inquiétante. Oui. J'en ai déjà parlé. Moi, quand j'étais jeune, mon plus gros traumatisme cinématographique, j'en ai probablement deux. J'ai le film Mon fantôme d'amour qui me traumatisait. J'adorais ce film-là parce que y a des personnages qui meurent. Il y a le gars épeurant dans le métro. Il y a, quand les personnages meurent, des petits diables viennent les chercher et les amènent vers le fond de l'écran. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'était épeurant. Oui, vraiment, vraiment. Puis l'autre affaire, c'était un PSC qui donnait le VHS chez McDo qui s'appelait Cartoon All-Star to the Rescue. Et ça existe sur YouTube, allez le regarder. Je regarde une fois par année, encore aujourd'hui. Et c'est l'histoire de plein de personnages pour enfants qui viennent sauver un jeune qui tombe dans la drogue. Mais la manière dont c'est fait, c'est très psychédélique. Tu sais, il y a Alf, il y a les Tortues Ninja, il y a Miss Piggy. C'est ça qui est weird, c'est qu'ils ont mélangé toutes les compagnies de production en même temps. Comme c'est tu super dis, rare. Là. Alf, Ninja Turtle, t'as les Schtroumpfs, je pense, t'as Bugs Bunny, t'as Donald Duck, je pense. Je pense qu'il y a juste Disney qui n'a pas participé. Je suis pas certain là, de mémoire, mais ça, c'est écœurant. Ce cartoon-là, il est débile mental. Tu sais, Bugs Bunny qui te parle de drogue, c'est écœurant, là. Puis aussi, ce qui se passe, c'est que l'histoire, rapidement, c'est un jeune homme de peut-être 12 ans qui commence à tomber là-dedans, puis commence même à voler l'argent de sa petite sœur pour pouvoir payer sa drogue, tout ça. Puis tous les personnages qu'on aime sont méchants avec lui. Ça fait très film d'horreur parce que d'habitude, les personnages que tu aimes, les Tortues Ninja sont le fun, puis genre Bugs Bunny est le fun. Puis... Mais qu'est-ce qu'ils font pour être méchants? Les tortues, méchant, c'est qu'il essaie d'y expliquer que la drogue, c'est mal en lui faisant peur sur ce qui pourrait y arriver. D'ailleurs, ça s'inspire beaucoup de Scrooge. Oui, vraiment, vraiment. Beaucoup d'amis venaient lui rendre visite comme des fantômes pour y monter le passé, le présent, le futur, comment que ça pourrait mal virer. Oui, il y a des shots de dents qui éclatent, puis des choses de même parce que le gars est en pleine crise, puis les personnages lui montrent c'est quoi son futur. Ça m'avait traumatisé bien raide. Je pense que ça m'a vraiment marché avec moi. Ça marchait plus que le pocheur. Comment? Le pocheur avec sa voix de vieille cigarette. Là, oui, c'est ça, oui. Ça, c'est cool parce que le pocheur, c'est un personnage original. C'est comme Busters. Mais oui, genre, c'est vrai. C'est comme genre son cousin méchant un peu. Fait que c'est comme un genre d'ombre qui a des lettres fumées, je pense, mais qui parle comme ça parce qu'il est un gros méchant des années 90. Le fucking best.
Je regarde ça à 5 fois par année. Après, je vais aller voir ça après. Mais ouais, je dirais que ça a vraiment marché. Ça a marché plus que dans les arcades quand c'est écrit Winners Don't Do Drugs. Genre, ça marchait plus cette affaire-là que cette. Le titre original, c'est Cartoon All-Stars to the Rescue. Ouais. En français, je pense que c'est les dessins animés favoris contre la drogue, mais je ne suis pas certain de la version française. J'aime ça que dans la version française, il y a contre la drogue. Au moins, ils ont été directs. Ouais, mais si c'est pas contre la drogue, c'est quelque chose comme ça. Là. C'est très de base comme traduction. Là. Oui, puis c'est ça, à cause que... là, j'arrête après, je vous promets, OK? Mais à cause que... comme tu l'as dit, tantôt, tu l'as dit, genre, tous les studios différents sont associés ensemble. Il y a certains personnages qui bougent pas de la bonne manière ou un petit peu différents, où les voix sont pas pareilles. Puis c'est tellement comme... Ça aussi, ça rajoute dans l'espèce de... Je suis pas dans ma zone de confort habituelle, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est vrai. C'est vrai. Ah, t'as Winnie the Pooh. Oui, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh qui est méchant. C'est vrai. Il est pas méchant, mais c'est pas méchant, mais ils sont vraiment juste comme... Désagréable. Ils veulent y faire peur. C'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils veulent y faire peur pour le protéger. L'histoire, à la base, c'est que tu as la petite fille. Dans une famille, tu as une petite fille et son grand frère adolescent. La petite fille va trouver la boîte sous le lit de son frère dans lequel il y a du pot et toutes sortes d'affaires. Puis c'est de là que les dessins animés commencent à s'associer à la petite fille pour donner une leçon à son grand frère, finalement. Je pense que tu devrais faire... Tu commençais à raconter ça, puis je suis comme... Hey, c'est comme un épisode de Ars Moriendi, mais comme si cette affaire-là est arrivée pour de vrai. Peut-être que pour... je suggère ça comme si c'était pas une affaire que si tu décidais de le faire, ça te prendrait des heures et des heures de travail. Mais alors, nous sommes en 1984. Michelangelo tire la chaîne. Il y a un gros bouchon. Les égouts deviennent un tourbillon. Le kid disparaît. Pour vrai, là, en tant que fan de VHS éducative... C'est vraiment une drôle de phrase. Ouais, c'est très niche. Je le sais. J'ai même... OK. Dès que quelqu'un d'autre commence à parler, je vais aller le chercher. J'ai même la Bible américaine des VHS éducatives. Là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. Mais en tant que fan des VHS éducatives étranges, tu sais, je m'en allais avec ça. Ouais, c'est ça, c'est que toutes les cassettes qui sont destinées soit aux parents, soit aux enfants contre la drogue, c'est toujours des chefs-d'œuvre. Je pourrais parler pendant 4 heures. Je pourrais faire une conférence juste sur ces vidéos-là. J'adore ça. C'est jamais... Je veux dire, c'est toujours fait avec plein de bonne volonté, mais c'est toujours un peu malaisant. C'est malade. C'est drôle parce que oui, c'est fait avec la bonne volonté. Cependant, moi, j'ai jamais rencontré ça dans ma vie. Quelqu'un qui vend de la drogue, qui se comporte comme les vendeurs de drogue là-dedans. Ouais, ils sont super shady, là. Tu sais, le monde ultra comme... Le monde qui veut te vendre la drogue, ils sont comme, veux-tu de la drogue? Puis là, tu dis non, ils sont comme, OK. Bon, aller vendre ma drogue à quelqu'un qui veut acheter ma drogue. Ouais. C'est ainsi que je vais faire de l'argent. Très cool. Puis, dans Cartoon All-Stars to the Rescue, il y a un petit peu de comment t'es pas cool si tu le fais pas. Que ça, j'en ai vu un peu quand j'étais plus jeune aussi. Ouais, mais ça, c'est plus un kid qui a déjà acheté de la drogue puis qui fait comme, comment fume avec moi. C'est lui le vrai danger. Le gars qui vend la drogue, il est comme, je veux juste vendre ma drogue. Tu sais. Non. Il veut le donner gratuitement la première fois, puis après ça, il faut payer. Ça, là, combien de fois c'est vraiment arrivé, sérieux? Moi, Je l'ai vu. Ah ouais? Je l'ai vécu. Ah, OK, ben, Colin. C'est pas moi qui consommais, mais parce que moi, la coke, je suis pas pour ça. Je l'ai fait 3 ou 4 fois, puis c'est pas pour moi. Donc, ça a rendu les choses faciles, mais je suis vraiment pas d'accord avec les drogues chimiques, là. Mais j'ai vécu ça dans l'Ouest canadien. Le pocheur qui donne de la coke à une connaissance le premier soir, puis dès le lendemain, ah ben là, on a eu du fun hier, mais si t'en veux aujourd'hui, il faut que tu payes. Je te dis pas que c'est fréquent. J'ai même l'impression que c'est une vieille tradition, si on veut, mais ouais, je l'ai déjà vu.
Yannick, je pense que là, ton expertise de drogue est terminée. Ben, mon expertise de drogue exposé. est très mauvaise. OK. Ouais. Simon, tu nous montres quelque chose? Un Une livre. Bible? C'est Une quand Bible? même énorme. là. OK. Ça, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas c'est destiné à qui. Mais j'ai aucune idée c'est qui le public cible de ça. D'après moi, c'est peut-être pour un livre destiné à des distributeurs. Parce que c'est littéralement un catalogue de tout ce qui est vidéo éducative. Là, tu vois, je suis dans la catégorie exercice de stretching qui est suivi de flexibilité et yoga, tai chi, qigong. Puis là, tu as tout. Danse pour enfants, danse en ligne, informatique, musicale, public speaking. Fait que, tu sais, tu as tout, là. Je veux dire, c'est pas tout intéressant, là. Mais que ce livre-là existe, j'avais beaucoup de misère à le croire, fait que je l'ai acheté. Peut-être que c'est un livre top secret qui devait vraiment pas sortir des bureaux. Puis là, en ce moment, il y a comme quelqu'un en état de panique qui est comme « On a perdu ça, fuck! » Mais exactement, je ne sais pas. Ben, c'est vieux, ça date un peu. Fait qu'évidemment, les téléphones ne fonctionnent plus dedans. Mais chaque T'en as vidéo appelé? est numérotée. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un catalogue distribution consommateur où on pouvait acheter des VHS éducatifs sur tout, n'importe quel sujet. Mais attends, ça veut dire que tu as appelé à certains numéros de téléphone pour valider qu'ils ne fonctionnaient Je pas? présume parce que le VHS n'existe plus. Hmm. Tu parles de stretching puis de vieux médium. Je suis au courant que dans le temps, il y avait des vinyles de Jeannette Bertrand qui, avec son mari de l'époque... C'est ça? J'en ai un ici quelque part. Là, c'est un peu. C'est peut-être un garde-robe, mais j'en ai un ici, ouais. Ouais. C'est ça. Jeannette Bertrand, elle faisait avec son mari d'époque, Jean quelque chose, des vinyles d'entraînement physique. Puis c'est tellement l'affaire la moins auditive sur la Terre, je trouve. Puis je sais pas pourquoi, j'ai déjà entendu ça dans ma vie, des extraits de ça. Puis c'est tellement bizarre parce que c'est clair que, un, ils le font pas, puis deux, je suis pas sûr qu'ils savent de quoi ils parlent vraiment non plus dans le truc. Là. C'est parce qu'avant, le gouvernement donnait des subventions pour gaspiller du vinyle. Fait que là, tu sais, fallait que tu trouves n'importe quelle idée pour faire ça. Comme, tu sais, comme le disque disco de Guy Lafleur qui explique comment faire des mises en échec puis des lancers frappés, des affaires comme ça. Là. Puis l'album Allez, de rap frapper! aussi de... Encore! Continue comme ça! Ainsi que l'album de Le rap de Mad Dog Slapshot, Vachon. c'est une action de « Ah, c'est malade, ce vinyle-là ». Mais c'est ça, mais j'ai l'impression... Il y a eu la même chose, justement, d'un VHS. J'ai l'impression que quand il y a un nouveau médium, les gens profitent du nouveau médium et sautent sur l'occasion. Puis là, tu as comme une explosion. Le vinyle, c'est moins mon époque. Fait que peut-être que c'était ça, mais on l'a eu dans le VHS. La première VHS éducative qui a existé, c'est Jane Fonda. 82, je pense, peut-être 84. Puis c'était de l'aérobie. Mais ça a tellement été un immense succès que là, tout le monde est parti en peur. Tout le monde a commencé à faire sa cassette d'aérobie, littéralement. Là. Il y a une cassette d'aérobie de Playboy, puis il y a des cassettes d'aérobie pour les personnes d'âge d'or. Là. Tout le monde a sa cassette d'aérobie. Puis je les ai ici. La cassette de Playboy, est-ce qu'on voit la cassette de Playboy, est-ce qu'on voit le lapin faire des push-ups? Non, c'est plus des gens qui font de l'aérobie cheap, Okay. habillés sexy pour qu'on voit bien le paquet, pour qu'on voit bien la forme, le galbe féminin. C'est plus à ce niveau-là. C'est un peu cheap. C'est pas très bon. Mais ça existe, une cassette d'aérobie nue. Toutefois, c'est une gimmick. L'aérobie est très secondaire. C'est clair. Il y a des hommes pour regarder des filles nues sur du techno cheap, faire des moves. Là, c'est pas très bon. Mais en ce moment de cachette, je pense que l'entraînement sur Instagram, c'est le nouveau catalogue Sears, je pense. Parce que c'est rendu ça, la patente, là. Genre, tu scrolls puis tu vois tout le monde s'entraîner. Ah, c'est cool. Tu sais, c'est pas une affaire qui part, mais c'est pas déplaisant. Là. Moi, c'est pas vrai. Moi, c'est plus comme ouais, c'est cool. Ouais. Je hoche la tête lentement. Hey, on va y aller avec le temps file. Le temps file. On va y aller avec un dernier sujet. Et puis, quelqu'un qui
qui demande, attends un peu, je vais essayer de le retrouver. Oui, c'est Joanie Filion-Vézina qui demande, est-ce que la vague de podcast a changé quelque chose pour toi et ton podcast? Est-ce que c'est plus difficile de faire, mettons, Ars Moriendi depuis que les podcasts de True Crime, mettons, sont plus populaires? Tu sais, toi, c'est pas exclusivement juste du True Crime. Là, tu sais, c'est raconter parfois des trucs qui sont en lien avec ça, mais est-ce que tu as remarqué que ça a changé ta façon de faire le show? Ben, moi, ma façon de faire, c'est développer avec le show. Faut comprendre, quand j'ai commencé le show, j'ai juste je me suis lancé un peu aveuglément dans la production d'un show que moi, j'avais le goût d'entendre, finalement. Inspiré de plusieurs podcasts. Je l'ai dit souvent, là, Criminal, à l'époque Sword and Scales, beaucoup lore. Mais à un moment donné, quand j'ai trouvé, je pense, ma propre couleur en tant qu'auteur, puis là, je mets des guillemets, là, me considère pas tant auteur, mais tu sais, j'écris mes textes. Là. Quand j'ai trouvé l'approche puis ma propre couleur, ma propre manière d'écrire, j'ai un petit peu arrêté d'écouter des podcasts de True Crime à quelques exceptions près. Parce que au début, j'étais très, très, très inspiré par lore. D'ailleurs, j'avais adapté certaines histoires de lore en français. Fait que j'ai voulu m'en éloigner, fait que j'ai arrêté d'en écouter. Tu sais, lore, j'ai beau adorer le show, ça fait de faire 4 ans que je n'ai pas écouté ça. Les seuls que j'écoute encore, ça va être Distorsion, parce que c'est des amis, mais aussi parce qu'on n'est pas dans la même catégorie puis on ne fait pas la même chose. Donc, je sens pas que leur manière de raconter va affecter mon écriture. Puis les shows de ma recherchiste, Annie Richard, dont son nouveau projet Rétrocrime, parce que on ne fait pas la même chose. Ça ne m'affectera pas. J'y tiens parce que moi, je sais, ça ne serait pas la même chose pour tout le monde, mais moi, je me connais. Et je suis très influençable. Puis c'est inconscient. C'est inconscient. Je suis influençable, puis je le sais. Fait que j'aime autant éviter de me plonger dans d'autres podcasts similaires. Comme ça, je reste vierge. Puis si l'approche que je vais choisir est influencée uniquement par mes lectures, puis des fois, je vais dans les livres. Hein, des fois, moi-même, j'ai l'impression d'adapter juste un livre là, sur le sujet. Là, je veux dire, moi, j'invente rien puis je fais pas d'enquête. J'adapte. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Mais côté podcast, oui, comme c'est très populaire maintenant, ben je les ai un petit peu mis de côté pour ne pas être influencé, puis essayer, hein, je dis bien essayer, d'offrir quelque chose qui est vraiment de moi, qui est unique, où le mot est gros là, pour un mot de 4 lettres, mais pur. Tu sais? C'est pas influencé par l'extérieur. Comme ça, mais ma couleur, à un moment donné, je l'ai pris, puis même si mon écriture évolue, ben ma couleur, elle reste constante, tu sais. Fait que, puis l'autre volet, c'est que moi, les gens qui m'écoutent m'en sacent un peu. Je parle pas des gens, je parle des chiffres. Je check mes stats une fois par 2-3 mois. Ça m'intéresse pas. C'est compliqué pour rien gérer ça. Puis les fois où j'ai eu à sortir les chiffres, comme pour la maison d'édition, par exemple, qui voulait savoir c'était quoi mon auditoire, là, je fais « Oh God, je sais pas où le trouver. Attendez, là, je vais essayer de trouver ça. Attendez une minute. » là. Puis là, j'étais comme « Fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? » Je vais regarder les chiffres sur Chartables, qui sont plus... C'est vraiment les charts. C'est ta position avec les autres podcasts mondiaux. C'est pas le nombre d'écoutes, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est juste t'es où par rapport aux autres. Fait que ça, je le check de temps en temps, mais that's it, là, je veux dire que 100 personnes ou 8000 m'écoutent, ça change rien dans ce que je fais. Je veux dire, le résultat va être le même. Fait que
je vois pas l'intérêt de m'énerver chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui m'ajoute. Je suis content, je suis flatté. Les commentaires que je reçois régulièrement, d'ailleurs, là, ça me jette un peu à terre à quel point les bons commentaires que je reçois. Ça me flatte énormément, mais je préfère justement lire les commentaires que regarder des chiffres. Je trouve ça plus intéressant. Fait que, au final, ça ne m'a pas affecté, outre le fait que j'ai arrêté d'en écouter. Mais sinon, tu sais, j'essaie juste de faire mon truc de mon côté parce que je ne l'ai pas commencé comme ça. Fait que, question de me reprendre, là, j'y tiens puis je veux vraiment faire attention à ça. Fait que non, j'ai pas senti peut-être un petit détail. C'est vrai, mais ça, je pense que tout le monde dans la même catégorie, mais disons catégorie histoire. Je pense que tous les podcasteurs doivent ressentir la même chose, c'est-à-dire, même si les histoires que je partage ne sont pas rarissimes, c'est trouvable, ils n'ont rien de spécial niveau rareté ou difficulté à être trouvés, là. Il reste que quand je vois quelqu'un d'autre, par exemple, sortir une histoire que j'ai déjà faite, je suis comme toujours un peu hey, là, ça dure 1 minute. Puis là, je me dis, hey, on est bien épais, là. Ça t'appartient pas, cette histoire-là, calme tes nerfs. Puis là, je passe à autre chose, puis c'est fini. Mais il y a toujours un petit moment où je suis comme, je l'ai sorti avant. Tu sais, après ça, au bout de 30 secondes, 1 minute, je suis comme, ta gueule, le clown, on s'en calisse, c'est pas important. Fait que, tu sais, mais that's it, là, ça s'arrête là, c'est le plus loin que je vais. Ben, c'est une bonne attitude à avoir, c'est sain. C'est très sain, ce rapport-là. Ah, oui. Oh, oui, on se rend. Les gens qui sont trop focusés sur les chiffres, ben, je pense qu'ils le font pas pour la bonne raison, mais ça, c'est une opinion. Puis 2, ben, ils se rendent malades, là, parce que dès qu'il y a un échec ou une descente, là, ils se mettent à paniquer. Ça me fait assez rire quand il y a des influenceurs qui partagent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai perdu 500 followers. » C'est comme, pis ça, c'est OK quand c'est ton salaire. Imagine si moi, je me lève puis j'ai comme « Oh shit, j'ai 500 followers de plus sur Instagram. » Genre, wow! À quoi ça le Pierre-Luc me follower tout de suite? C'est excitant. Quand t'en as des nouveaux, c'est excitant. Je comprends ça. Mais il ne faut pas se démoraliser quand t'en perds. C'est comme l'économie. Ça monte, ça descend, ça va fluctuer, ça va bouger. Moi, ça fait 3 mois que je n'ai pas vraiment fait d'épisode parce que je voulais me concentrer sur mon livre. Résultat, je ne suis même plus dans les stats. Puis c'est normal. Fait que je ne commencerai pas à paniquer avec ça. Ça serait ridicule. Et quand ton livre? Je ne sais pas si j'ai le droit de donner de date de sortie, puis en même temps, j'ai pas de date fixe. Peux-tu donner une saison? Mais comme d'un coup que c'est dit, puis ils peuvent rien faire, puis moi, dans la vie, je fais ce que je veux. On vit... En fait, le plan, c'est que ça sorte pour Halloween. Oh! Très cool, très cool. J'ai hâte de partager le thème. Je trouve ça bien plate qu'ils me disent « Non, j'ose pas du thème! » Je suis comme... Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Je comprends rien dans le marketing, mais j'ai bien hâte de parler. Soit que tu vas parler d'anciens films d'horreur, soit que tu vas parler de true crime, soit que tu vas parler de true crime d'un film d'horreur. Il y a comme 3 options. C'est très Ars Moriendi. On n'est pas dans le cinéma, mais j'ai choisi une approche en particulier pour ma sélection d'histoire. Puis c'est un sujet qu'on a vu beaucoup déjà dans Ars Moriendi. C'est vraiment un sujet, pas un sujet, un thème plutôt, ou en termes de meurtre, qui me passionne beaucoup. J'irai pas plus loin. Là. On t'empêche d'aller plus loin là, pour garder le heat sur ton livre. Là. Ah, voilà. Faut garder le heat. Moi, je dis tout. Moi, des fois, là, j'ai une idée. Là. Tu sais, des fois, je suis sur l'ordi, je suis en train de travailler sur quelque chose, puis là, j'ai une idée, puis je suis comme « Oh, ça serait cool! » Puis là, je contacte toutes les personnes avant même de réfléchir si c'est une bonne idée. Je suis un peu impulsif. Fait effectivement, c'est une bonne idée de garder la surprise quand le temps se présentera. Puis, justement, parlant de temps, notre temps se termine pour l'épisode. Alors, Simon, déjà, merci. non, come on! T'avais 75 questions, là. Pose-en une dernière, puis je vais y répondre vite. Come on! Parce que Gabriel aille chercher ses enfants à la garderie, on fait qu'on peut pas. Non, je sais que je parle trop, je parle tout le temps. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je fais du podcast. Mais bon.
Regarde, Mais c'est tu ça, reviendras, Simon. c'est ça Mais réinviterez, vous êtes une belle gang, je suis toujours open. Alors, mais en attendant, on te trouve où, Simon? Mettons qu'on a quelqu'un qui nous écoute, qui n'aurait jamais eu la chance d'avoir écouté Ars Moriendi. Il trouve ça où? Ben, c'est facile. Moi, j'habite dans Rosemont. Je suis sur. Fait que ça, il tend l'oreille, puis... Mon numéro de téléphone est là. Non, mais c'est assez simple. J'ai 2 podcasts. Les Oubliettes, qui est en pause, mais qui va revenir pour Fantasia. D'ailleurs, on va refaire la couverture de Fantasia cette année. Donc, on revient sous peu, puis je ne sais pas sous quelle forme, mais ça va revenir. Donc, lesoubliettes.ca. Si vous êtes plus dans le true crime et l'horreur, arsmoriendi.ca. Et sinon, ben, si vous êtes abonné à Frisson TV, l'after show de Predge tous les lundis après le nanar qui débute à 8h30. Et après ça, moi, je débarque à 22h. Je vous invite à découvrir ça. C'était bien le fun. En tout cas, moi, j'ai bien du fun. Je me gâte en niaiserie, en maudit. Les informations sont sérieuses, documentées, historiques, anecdotiques, mais je les présente en niaisant puis en faisant en me costumant. Puis... Donc, on a bien du fun. Excellent. Gabriel, on te trouve où? Sur les réseaux sociaux pour l'instant, fait que Facebook, Instagram, TikTok, viens me donner de l'amour, s'il vous plaît. C'est ma fête bientôt en plus, fait que c'est comme un beau cadeau de fête à me faire. Puis je recommence les shows là, tranquillement. J'ai un show jeudi, j'ai un petit peu peur. Ça fait depuis le mois de mars que j'ai pas fait de show, puis là je m'en vais faire 1 heure de spectacle. Bien cool, ça. Oui, mais ça, c'est comme le track. Ça, c'est comme le track. Tu l'as pendant une demi-heure avant d'embarquer sur scène, puis dès que tu pars ta première phrase, le track disparaît. Je suis convaincu que ça va bien aller. Ben, j'espère. Merci. En tout cas, je vais le prendre. Ça va bien aller, mais stress, j'aurais pu y aller tranquille avec un 15. Non. Bam, 60 minutes. Fait qu'il y a d'autres shows qui vont commencer à s'en venir tranquillement. Fait que ça, c'est bien excitant aussi. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent là, que je peux pas parler, évidemment. Fait que venez me suivre sur Internet. Voilà. Pierre-Luc. Oui, venez me suivre moi aussi sur Facebook. J'approche 4000 dans un petit bout, mais assez rapidement si vous m'aidez. Fait que ce serait vraiment le fun. Puis aussi, Instagram aussi, j'approche les chiffres, c'est important. Simon Lanto, il a fait une grosse page pour dire que c'est important. Fait que, non, pour la vraie, venez sur ça Instagram. m'intéresse pas, mais c'est important. Ouais. Puis, je fais des jokes là-dessus, du contenu sans arrêt. On fait du contenu unique. Fait que, Oui, absolument. Et aussi, abonnez-vous au Patreon de Trois Bières sur le Patreon. Il y a des choses vraiment le fun qui sont sorties. Venez voir ça. Oui. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram où je poste des dessins et je parle de pop culture. Même chose sur Facebook, Yannick Belzile, cartooniste robuste. Vous pouvez me commander des illustrations. Si vous le souhaitez, ça fait un très beau cadeau pour l'être cher. Et on aimerait ça aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et de garder l'œil ouvert pour leur prochain jeu Panzer Paladin qui devrait sortir dans un avenir très rapproché sur la Nintendo Switch et sur Steam. Alors, gardez un œil là-dessus. C'est un très, très beau jeu. Je travaille là-dessus. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye, guys! Attends, laisse-moi finir avec un petit quelque chose. Oui. C'était-tu épouvantable? Alors moi, je m'amuse comme une petite folle. J'espère que vous vous amusez aussi à la maison.